Alors pour faire un point sur la situation dans le nord du pays et sur le front contre le Hezbollah, on a le plaisir d'accueillir maintenant Stéphane Juffin. Bonsoir Stéphane. Yael, bonsoir, et Shirley, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Merci d'avoir accepté d'être notre invité sur Cannes en français. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la MENA. La MENA, c'est Metula News Agency et spécialiste des affaires militaires et stratégiques. Je rappelle aussi pour ceux de nos auditeurs qui n'auraient pas suivi cette saga qui aurait pu être drôle si ça l'avait été, que votre maison et donc votre agence de presse qui se trouve dans la ville de Metula, à moins de 400 mètres du Hezbollah, a été bombardé. Vous vivez en ce moment dans un hôtel de Tibériade, ce qui ne vous empêche pas de rester au fait de la situation, bien évidemment. Alors, on apprend aujourd'hui qu'une nouvelle maison de Metula a subi un impact direct. La ville est quasiment désertée. On a le sentiment que le front nord se maintient dans la défense, peut-être même dans la défense proactive, mais certainement pas dans l'attaque. Pourquoi, selon vous, est-ce que vous pensez qu'il s'agit là d'une stratégie viable ? Je ne sais même pas si c'est une stratégie, Yael. C'est très irritant. Je suis obligé de rectifier. Mais tout là, c'est toujours un village. C'est 2500 habitants, c'est pas une ville. Dans la rue principale, il y a 3 hôtels. Un des hôtels Ouais. a été touché aujourd'hui. Mhm. Il a perdu son toit et un mur. Et puis la question qu'on est en droit de se poser, parce qu'on a des droits, on est des citoyens, qu'est-ce que c'est qu'une victoire? Une victoire, c'est le fait d'empêcher l'ennemi d'habiter dans ces localités, c'est de l'empêcher de travailler, d'avoir une activité économique, et si possible, c'est le fait d'empêcher les gens, les habitants du village ou du pays ennemi, de rester là où ils habitent. Ça, c'est une défaite. Quand on a obtenu tous ces points, Shirley et Yael, eh bien, on a gagné la guerre. On a gagné la guerre. Et celui qui n'a plus d'habitants dans sa localité, qui n'a plus de maison, qui n'a plus d'hôtel, qui n'a plus d'activité économique, qui n'a surtout plus d'habitants, a perdu la guerre. Donc on n'est pas en phase de préparation, ça fait 3 mois qu'on est dans cette histoire, et puis vous l'avez dit tout à fait justement au début de l'émission, c'est pas un missile qui a touché un des 2 bâtiments de la MENA, ce sont 2 missiles qui nous cherchaient, et personne ne nous a défendus. Le principe de la défense territoriale veut que si l'armée d'un pays, donc la nôtre, donc Tsahal, est capable d'empêcher ces tirs, est capable d'annihiler l'ennemi pour l'empêcher de tirer sur nos maisons, pour l'empêcher de gagner cette guerre, cette armée a l'obligation de le faire. Par exemple, tous les tirs dont vous parlez, dont on parle à chaque émission, proviennent de la ville de Kfar-Kilé, qui est à 400 mètres effectivement de notre quartier. Et rien n'empêche du tout Tsahal de vider Kfar-Kilé, soit par une petite opération au sol. Ça fait 3 mois. On peut attendre, on peut avoir une technique qui veut qu'on attende. Je comprends tout à fait que certaines personnes dans le gouvernement préfèrent ne pas se battre sur 2 fronts, à Gaza et dans le Nord. C'est tout à fait plausible. C'est plausible, mais pas pendant 3 mois. Mais pas pendant 3 mois. Alors Stéphane, justement, Oui, Shirley. bonsoir. Quelle devrait être la riposte de Tsahal selon vous? Ben justement, il faut enlever le mot riposte. On a été agressé, il n'y a aucun doute là-dessus, on a été agressé par le Hamas le 7 octobre, on a été agressé par le Hezbollah qui s'est mis à tirer sur nos positions et sur nos maisons le 8 octobre, alors qu'on n'a pas de conflit avec le Liban. C'est ce qui s'appelle une agression spontanée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été précédée de provocation de notre part, d'une action offensive de la part de Tsahal. On est l'agressé. D'abord, avant de parler de stratégie, on a l'obligation, le gouvernement, l'armée, les habitants ont l'obligation de défendre le territoire national.
on nous tire dessus, on élimine Mais Tsahal l'ennemi. riposte, Tsahal justement tire sur le Hezbollah de façon systématique, quasiment. Bien sûr, bien sûr. Alors ce que fait Tsahal, d'abord, Tsahal fait très attention. C'est pas de la faute de Tsahal, hein. On est tous C'est d'accord. la faute des ordres politiques que Tsahal reçoit. Mais Tsahal tire dans une bande de terrain de 4 à 7 kilomètres et en obtenant et en suppliant d'en avoir les autorisations, va attaquer comme ces 2-3 derniers jours, parce qu'on a quand même été touché sur un site très important sur la montagne de Méron. Simplement au niveau du prix des installations qui ont été démolies par le Hezbollah, qui ne devait plus se trouver là depuis 3 mois. Il n'y a aucune raison. Nous avons 450 000 soldats mobilisés. Ce sont des bons soldats. Ce sont des soldats bien équipés. En face de nous, il y a 20 000 dégénérés, miliciens, terroristes qui ne sont pas des bons soldats. Nos politiciens nous parlent midi à 14 heures de la force Redouane. La force Redouane, c'est au maximum 2000 soldats. Alors, Toutes nos Sayarot, pardon Shirley, est-ce toutes nos Sayarot, tous nos commandos sont supérieurs à la force Redouane. On n'a aucune raison de les craindre particulièrement. Il y a 2 problèmes qu'on a au niveau stratégique. Il ne faut jamais sous-estimer son ennemi. Jamais sous-estimer son ennemi. Mais il y a une autre chose, Shirley. Il ne faut jamais le surestimer. Il faut savoir qui on a en face. Et on est 450 000, dont 250 000 soldats dans le nord qui attendent simplement l'ordre de nettoyer le sud Liban, de protéger Mettoula. Mettoula, c'est bientôt plus une ville, c'est un cratère. Et ils ne le font pas. Et ils ne le font pas parce qu'on n'a pas de gouvernement, parce que le gouvernement ne fonctionne pas, et parce qu'on a un Premier ministre qui est totalement déficient. Justement, en parlant des forces ennemies, pourquoi, selon vous, le Hezbollah n'attaque-t-il pas de manière massive? C'est parce qu'il n'a pas les moyens d'attaquer de manière massive. Vous Il voulez fait dire ce en qu'il termes peut. d'artillerie, en termes de munitions, en termes de roquettes? Ils n'ont pas d'artillerie, ils n'ont pas d'aviation, ils n'ont pas de chars. Ils Ils sont ont des livrés missiles. directement par l'Iran de tout ce dont ils auront besoin pour lancer entre 1000 et 2000 missiles par jour sur Israël. C'est le scénario auquel on doit s'attendre. L'Iran a 3 générations de retard sur nous au niveau de l'armement. 3 générations. Et c'est l'Iran, pas le Hezbollah. Les Katyusha, les roquettes qu'ils nous envoient ont été inventées en 1938. 1938. Les Ils font quand même des missiles, dégâts, hein, parce s'ils qu'ils sont en les train de foutre utilisent, Mettoula comme un cratère. parce qu'ils les utilisent bien et parce qu'on n'a pas. Et on avait un chef d'état-major exceptionnel, Aviv Kochavi. Il a mis au point une doctrine très simple, très claire, qui s'appelle Momentum. Il a préparé Tsahal pendant 4 ans à utiliser Momentum. Que disait Momentum? Momentum disait qu'on est une grande puissance régionale, qu'on doit se comporter comme une grande puissance régionale, et que si un ennemi d'Israël attaque Israël, en 3 jours, on doit le noyer sous notre puissance. On doit utiliser toutes nos capacités et on doit le noyer. On doit noyer le Hezbollah sous notre puissance. Ces positions, pas seulement à 4 kilomètres de la frontière, mais au sud de Beyrouth. Toutes ces positions. Et la guerre s'arrêtera. Et les gens pourront vivre. Les gens de Mettoula, les gens de Hanita, les gens de Kiryat Shmona pourront vivre chez eux. 100 000 personnes déplacées. Plus d'économie. On est en situation de débâcle. Alors je veux bien accepter même l'idée d'une débâcle si on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que si on est plus faible que les autres, moins nombreux, moins bien armés, mais un soldat de Golani ou de Givati, mais 10 combattants de la force Redouane dans la petite poche. Eux sont 2000 et nous on a 30 000 de ces fantassins. C'est même leur faire honte que d'avoir peur pour eux et d'imaginer qu'ils ne pourraient pas tenir. La plupart de ces soldats dont vous parlez aujourd'hui, les fantassins, les combattants, Chirion, les tankistes, tous ces gens-là se trouvent aujourd'hui au cœur de Gaza et même dans le sud de Gaza avec Khan Younes où ils essayent de démanteler le Hamas tant que faire se peut. Et c'est quelque chose qui va prendre excessivement longtemps. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le porte-parole de Tsahal, qu'on allait rester
au moins un an à l'intérieur de Gaza à essayer de nettoyer ce territoire. Est-ce que vous pensez qu'on a aujourd'hui les moyens stratégiques de se lancer dans une guerre proactive contre le Hezbollah? Alors, petite surprise d'abord. On a déjà retiré la moitié de nos forces terrestres à Gaza. Et si on les a retirées, c'est qu'on n'en a plus besoin. On combat avec toute notre puissance au sud, dans la région de Khan Younis. On a encore beaucoup de travail à faire le long de la frontière égyptienne, dans la ville de Rafah. Mais on a libéré beaucoup de soldats de Milouim, et c'est un autre secret de Polichinelle. On les a transférés dans le nord. Maintenant, à la guerre de Kippour, Shirley et Yael, à la guerre de Kippour, on n'avait pas 450 000 soldats mobilisés. Et on s'est battu contre des armées régulières qui avaient des milliers de chars et des milliers d'avions et des milliers de fantassins bien meilleurs. Alors, comment vous expliquez la différence avec les quelques instants qui nous restent, Stéphane? Oui, la différence, c'est qu'on n'a pas de gouvernement. On a un gouvernement défaillant, et c'est dû à une personne qui s'appelle Binyamin Netanyahou, qui a peur et qui a des problèmes avec l'armée, qui a des problèmes avec son avenir, et qui a des problèmes avec la justice, qui a des problèmes avec tout le monde, et qui ne fait pas son travail. Très rapidement, un gouvernement dans une guerre a une fonction. C'est pas seulement de menacer, comme vous l'avez cité, de dire que aucun terroriste n'était à l'abri d'une frappe de Tsahal. Ça, c'est un enfant de 10 ans qui dit ça une fois tous les 3 jours. Il y a un vrai dialogue à avoir avec son ennemi, qui se compose de menaces, effectivement, mais de menaces un petit peu plus sophistiquées que cela. Et puis, on a un grand problème. C'est que 90% des Libanais rêvent de faire la paix avec nous, et qu'on n'en parle pas du tout. Parce que M. Netanyahou a son nez qui est planté dans ses problèmes avec Smotrich, avec Ben Gvir, avec Madame Struck, avec tous ces experts en choses militaires, et il tremble à l'idée de ce qui va lui arriver après la guerre, et il n'a pas le temps de parler à M. Mikati, qui est le Premier ministre libanais. Il n'a pas le temps de lui proposer de le voir à Chypre. Il n'a pas le temps de dire qu'il serait peut-être temps de faire la paix. Et le dernier message de la soirée pour nos auditeurs téléspectateurs, c'est que la solution contre le Hezbollah, c'est la paix avec le Liban. Quand il y aura la paix avec le Liban, le Hezbollah n'aura plus de raison d'être. C'est ce qu'appellent tous les citoyens israéliens et la plupart des citoyens libanais. Il faudrait qu'on ait un gouvernement qui l'évoque. Et ce n'est pas le cas. Stéphane Juffin, je suis navré de devoir nous interrompre, et c'est passionnant. On aura l'occasion, j'espère, d'en reparler très prochainement. On vous remercie toutes les deux. Merci beaucoup, Stéphane, pour cette analyse, et à très 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 bientôt sur Canon Français. Je suis pas vraiment méchant, hein, c'est juste que je suis un peu irrité. Stéphane, vous avez le droit d'avoir votre analyse, et on vous a ouvert le micro avec toujours autant d'attention.